Maman, c'est qui le monsieur sur le banc? Il a l'air pensif. C'est un Shibani, une personne âgée issue de l'immigration qui a travaillé toute sa vie pour construire ce pays. Si j'avais une gomme et un crayon magique, je gommerais ses soucis et je lui dessinerais un sourire sous sa moustache. Et oui, mon chéri. Vous êtes ce soir sur Pastel FM 99.4 pour l'émission Shibani, animée par l'association coopérative Shibani et soutenue par la Fondation Abbé Pierre. Ce soir, nous abordons une thématique très importante. Ils sont entre 8 et 11 millions en France. On n'en parle pas beaucoup et on leur donne très peu la parole. De qui s'agit-il? Des aidants. Vous soutenez un proche dans la maladie, vous vous occupez d'un enfant handicapé ou encore vous accompagnez vos parents en perte d'autonomie. C'est de vous dont il s'agit. Même si ce rôle vous apparaît comme une évidence naturelle, vous vous sentez parfois isolé, épuisé et votre investissement est très peu reconnu. Quelles sont les ressources qui existent à votre disposition? Comment concilier sa vie professionnelle et personnelle? Quels sont les acteurs qui peuvent vous accompagner? Pour en parler ce soir, je suis accompagnée de Khadija El Hadi. Bonsoir. Bonsoir Akima. Tu es chargée d'action sociale pour la coopérative Shibani. C'est ça. Et tu co-animes cette émission. Tout à fait. Alors je suis très contente de retrouver les auditeurs et auditrices pour cette émission autour des aidants. Céline Dourlan, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes coordinatrice de la Maison des Aidants, la Maison des Aidants, Métropole Roubaix et Tourcoing. Oui. Et on parlera au cours de l'émission de votre fonction et de la Maison des Aidants. Tout à fait. Merci beaucoup de m'inviter ce soir. Bonsoir, Yamina Zelghirani. Bonsoir. Alors, vous êtes professeure, mais on vous a invité parce que vous êtes également aidante sur votre temps personnel. Oui. Et donc, vous nous parlerez de votre expérience, du cas dans lequel s'exprime ce rôle-là. D'accord. Donc, pour commencer, alors 69% des aidants ne savent pas qu'ils sont aidants en France. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un aidant? Céline? Oui, alors donc il y a une définition qui a été éditée par la Haute Autorité de Santé, donc qui dit qu'un aidant, c'est une personne qui vient en aide à une personne de son entourage. Ça, c'est un point déjà très important, puisqu'il n'y a pas forcément de lien de sang ou de lien familial. C'est juste une personne de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, donc encore une fois quelque chose d'assez large, de façon temporaire ou permanente, parce qu'on peut être aidant de quelqu'un qui a un accident mais qui après s'en remet, ou de façon permanente, notamment dans le cas d'un handicap ou dans le cas d'une maladie longue durée pour quelqu'un de jeune ou dans le cadre de la vieillesse. D'accord. Et donc, vous travaillez pour la Maison des Aidants. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est la Maison des Aidants ? Oui, donc la Maison des Aidants, c'est le petit nom qu'on a donné à notre plateforme d'accompagnement et de répit, puisque c'est ça le nom officiel. Donc on est une structure d'accompagnement pour les aidants de personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Donc dans le cadre de notre action, les aidants ont n'importe quel âge. Par contre, la personne qu'ils accompagnent ont plus de 60 ans. Il y a également des plateformes comme la nôtre qui sont en cours de développement pour le handicap. Voilà, donc ça c'est en cours de développement pour tous les âges, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que le handicap c'est quand même plus large. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'âges différents et beaucoup de types de handicap qui peuvent impacter un aidant. Donc nous on a 4 grandes missions. Donc notre première mission c'est de l'information, de l'orientation et de la formation, puisqu'on sait que quel que soit le sujet, l'information c'est vraiment la première étape pour ensuite avoir des droits et pour pouvoir anticiper la suite et se préparer à tout ce qui peut se passer. On fait également beaucoup de soutien psychologique, donc soit en rendez-vous individuel avec mes collègues psychologues pour pouvoir avoir un espace libre de parole avec une professionnelle, une personne neutre qui peut les aider à comprendre la maladie de leurs proches et les aider parfois à cheminer dans la prise de décision qui peut être compliquée de savoir qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire par la suite. Elles organisent également des groupes de parole pour discuter entre aidants, avoir de l'échange d'expériences pour ceux qui le souhaitent. Notre troisième mission, c'est le répit. On sait que une des principales difficultés des aidants, c'est l'épuisement des aidants. Je suppose qu'on va y revenir ensuite. Et donc, pour ce faire, il y a tout ce qu'on appelle le répit, donc qui peut prendre vraiment
beaucoup de formes différentes. Donc nous, à la Maison des Aidants, on propose du répit via des activités qu'on propose à la Maison des Aidants pour que l'aidant puisse prendre un temps pour lui sans son proche. Et on propose également une prestation à domicile de relayage, ce qu'on appelle le relais de l'aidant, pour que donc on a dans ce cadre-là, on a une professionnelle, une assistante de soins en gérontologie qui va au domicile de l'aidant pour rester avec le proche pendant que son aidant peut sortir du domicile et faire tout ce qu'il a envie de faire en sachant que son proche est avec une personne compétente à la maison dans un cadre sécurisé chez lui, qui connaît. Et enfin, notre dernier axe de travail, ce sont les loisirs partagés. Donc là, c'est vraiment plutôt un temps de loisirs convivial où l'aidant et son proche peuvent retrouver une relation qui est celle de départ des conjoints, un parent et un enfant, et puis uniquement un aidant et un aidé. Est-ce que les services que vous proposez sont payants ? Alors, d'une façon générale, tout est gratuit, sauf la prestation à domicile. D'accord. Tout le reste, donc le soutien psychologique, l'information, les groupes de parole, les activités, tout ça, c'est gratuit. Il y en a une qui est payante, c'est le Qigong, c'est 3 € la participation, voilà, mais c'est à la participation. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'adhésion. Voilà, ça déjà, c'est vraiment chacun qui prend ce qu'il souhaite à son rythme. Et par contre, la prestation à domicile, effectivement, elle est payante. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter ? Alors, donc, soit vous venez toquer à notre porte. On est au 1 place de la Gare à Roubaix, donc on est sur le rond-point de la gare Jean-Lebas. On a un site internet, donc nous, on fait partie de l'association Féronvro. Après, vous tapez juste Maison des Aidants de Roubaix sur Google et vous tombez sur nous. On a une page Facebook également, et puis on a bien sûr un numéro de téléphone, donc le 03 20 28 64 49. D'accord. Yamina, est-ce que tu pourrais nous dire comment se matérialise ton rôle d'aidant au quotidien et avec quel membre de ta famille ? Alors, déjà, on est nombreux dans la famille. Donc, j'ai des frères et des sœurs qui portent, j'allais dire, mes parents vieillissants. Concrètement, depuis 2018, depuis que mon père a fait son AVC, il a fallu se mobiliser pour pouvoir trouver le moyen le plus adapté, parce qu'on en reparlera justement de l'adaptation des dispositifs. Et donc, on a interpellé le médecin traitant qui a été notre premier interlocuteur finalement. Ça a été, j'allais dire, la pièce maîtresse de l'accompagnement d'un aidant. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on a rencontré aussi tous les professionnels qui gravitaient autour de mon père, des professionnels parfois très spécialisés, puisque suite à l'AVC, il y a eu énormément de séquelles et de complications. Mais la personne qui a été l'aidant proche, ça a été ma mère, en fait. Et donc nous, les enfants, on portait ma mère pour qu'elle puisse, elle, porter mon père. Et donc là, on a mis en place plusieurs interventions, donc un kiné, une orthophoniste à domicile, une podologue à domicile, une aide ménagère, donc ça c'est récent, l'intervention d'un infirmier matin, midi et soir pour la toilette, pour la prise de médicaments, pour l'aide à l'habillage, etc. Et donc énormément d'intervenants. Il y a même eu le CESAD, donc c'est un service qui accompagne les personnes suite à un AVC ou qui ont une maladie dégénérative en fait. Et donc, nous, en tant qu'aidants, il a fallu gérer l'ensemble des intervenants extérieurs. En fait, c'est un peu ça. Donc, on s'est un peu réparti les tâches. Une sœur qui s'occupe de tout ce qui est courses, qui régulièrement sort avec ma mère pour faire les courses, etc. Des frères qui viennent et qui sont présents pour mon père. Donc, c'est pour ça ça n'a pas été nécessaire de faire intervenir une personne extérieure pour garder mon père pendant que ma mère sortait, etc. Donc c'est la famille, les aidants qui ont géré ça. Et ensuite, chacun a pris une partie, en tout cas, de cet accompagnement. Mais c'est un accompagnement qui était quand même assez intensif, surtout qu'il fallait aussi gérer, au-delà des interventions des professionnels, mais tout le suivi médical. Et parfois, la difficulté qu'on rencontrait, c'est des avis parfois contradictoires
ou parfois des dispositifs qui étaient complètement inadaptés, en tout cas qui étaient inadaptés et qui nous permettaient pas en tout cas de nous soulager. Et entre-temps, l'approche aidante, qui est ma mère, s'est épuisée. Et donc, parce qu'au départ, on voulait mettre en place d'autres dispositifs, mais ma mère disait mais non, je vais réussir à gérer. Mais la situation, l'état de santé de mon père s'aggravait, et donc elle s'épuisait à porter, pensant que tout était possible. Mais finalement, en fait, c'est elle qui s'est épuisée, et c'est elle qui a dû être accompagnée aussi. Et malheureusement, 3 ans après l'AVC de mon père, c'est ma mère qui tombe gravement malade. Donc là, actuellement, elle est suivie, elle a un traitement qui est assez lourd. Donc là, le traitement vient de se terminer. Et donc, en fait, les aidants, donc les enfants, et je dirais même les petits-enfants, sont aussi là pour porter la dépendance de mon père et la maladie de ma mère aujourd'hui. Et donc, par exemple, j'ai des enfants moi qui vont régulièrement, qui restent présents. J'ai des nièces qui dorment là-bas de temps en temps. Enfin voilà. Donc concrètement, il y a une mobilisation physique, une mobilisation psychologique, et puis une attention de tous les instants, parce que il faut surveiller très régulièrement l'état de santé de mon père, qui aujourd'hui, par miracle, parce qu'on nous a préparé à ce qu'il parte, et en fait, pendant 1 an et demi, on nous a préparé à son départ, et finalement, en fait, sa situation, par miracle, parce que d'après les médecins, c'est un miracle, sa situation s'est stabilisée. Mais entre-temps, c'est ma mère sa situation s'est dégradée. Et donc, en fait, les dents et... Quand on parle d'épuisement, c'est pas seulement un mot, c'est une réalité qui est très douloureuse, en fait, parce que voir ses parents vieillissant, c'est une chose, mais voir ses parents souffrir, et sachant qu'on est dans l'impuissance, parce que on peut pas faire plus que ce qui a été mis en place, c'est très compliqué à gérer. J'ai même rencontré la neurologue qui un jour m'a proposé un autre rendez-vous, et en fait, lorsque je me suis présentée au rendez-vous, elle avait interpellé un autre médecin pour que le médecin me rencontre, en fait, parce qu'il me disait mais c'est très rare de voir des aidants mobiliser autant de professionnels, et conclusion, c'est bon courage. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que ce qui avait déjà été fait. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est donc comme je suis enseignante et je connais un petit peu le réseau, je me dis heureusement que je connais un peu, quoi. Mais malgré ça, je me suis déjà retrouvée, par exemple, dans des services dont je tairai le nom. On m'a donné des informations, mais vraiment, comment ? Déjà, c'était des informations erronées, et en plus de ça, je veux dire, on se retrouve un peu démunis, parce qu'on se dit, tiens, c'est quand même le service vers lequel on doit s'orienter. Et finalement, l'information, je l'ai pas eu là, quoi. Donc ça, c'est quand même une difficulté qui est quand même difficile à gérer, parce que, donc comme je vous l'ai dit, la gestion du quotidien et l'accompagnement médical maintenant des 2 parents, même si on a une présence de tous les enfants, et parfois des enfants qui habitent loin. J'ai une sœur qui habitait l'Allemagne. Elle s'est rapprochée, mais même si elle était en Allemagne, elle venait pour prendre le relais. Un frère qui habite Anvers et qui vient pour prendre le relais le week-end, etc. Un frère qui travaille en déplacement, mais dès qu'il n'est pas en déplacement, il vient. Et puis voilà, en fait, je veux dire, toute la famille porte, et puis on essaie d'être vigilant par rapport aux interventions des différents professionnels. Alors comme la situation, elle s'était à un moment donné dégradée, on avait imaginé un accueil de jour pour mon père à la Gloriette ici à Roubaix. Donc on a fait toutes les démarches avec mon père, ma mère, etc. Et finalement, donc tout était prêt. Nous, on s'était dit, au moins une journée ou 2 journées dans la semaine, pour qu'il puisse déjà retravailler tout ce qui est de la dextérité fine, etc. Et finalement, du jour au lendemain, on nous a dit, non, en fait, il correspond pas. Et donc, en fait, la réponse de la Gloriette et les conclusions des neurologues ne sont pas du tout compatibles, en fait. Et donc, voilà. Donc, parfois, on se retrouve dans des situations où on se dit, c'est dommage, parce qu'elle aurait pu être accompagnée, ma mère, elle aurait pu être soulagée. Comme ça s'est pas fait, ma mère s'est épuisée. Et puis maintenant, mon père s'est rétabli, et tant mieux. Donc, il n'a plus besoin d'être dans un accueil de jour. Mais c'est une situation qui reste instable. Et c'est vrai que on va travailler, mais en même temps, on passe d'une réalité à une autre réalité, et ça, c'est constant.
parce qu'on a l'esprit quand même à la maison. Et puis, il faut être au travail pour accompagner le public avec lequel on travaille. Et donc, c'est la même chose pour mes frères et sœurs qui travaillent. Et donc, voilà, c'est pas évident au quotidien. Mais très sincèrement, moi, j'ai une maman qui est exceptionnelle, hein, qui est remarquable. Elle est très forte, elle est très courageuse. D'ailleurs, elle m'écoute et je te rembrasse très fort. Et donc, c'est ce courage aussi qui nous permet aussi de porter. Et pour nous, c'est tout à fait naturel de porter. Voilà, parce que les médecins nous disent, mais comment vous faites ? C'est naturel, c'est normal, parce qu'on est les enfants, ils nous ont élevés, ils nous ont accompagnés, ils nous ont nourris, à notre tour maintenant de les accompagner. On va parler peut-être dans un second temps des principales difficultés rencontrées par les aidants. Tu disais que vous aviez entrepris plein de démarches et qu'il y avait de l'information. Est-ce que les aidants ont un statut ? Il y a un statut qui existe ? Oui, il y a un statut qui existe. Donc, alors je ne sais pas après très précisément, mais je sais qu'il y a par exemple, on a la possibilité, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs cette année, mais on a la possibilité d'adapter parfois notre travail, notre temps de travail. Il y a une forme de souplesse en fait. Donc moi, quand je dois m'absenter pour un rendez-vous médical, je peux rattraper très facilement, ou je peux m'absenter tout court, quoi. D'accord. Donc il y a cette facilité-là. Après, je ne conçois pas aujourd'hui de m'arrêter de travailler, mais je sais qu'il y a cette possibilité d'arrêter de travailler, de percevoir alors je sais pas, une indemnité, mais qui me paraît très dérisoire. Ça, très sincèrement, je trouve ça vraiment très incohérent, dans la mesure où à partir du moment, on sait très bien que le système de protection sociale s'essouffle. On dépense énormément d'argent dans certaines structures, et on sait qu'aujourd'hui, sans les aidants, s'il n'y avait pas les aidants, le système de sécurité sociale et protection sociale s'effondrerait. Et donc c'est pour ça qu'il y a des petits dispositifs qui sont mis en place. Mais ça reste très insuffisant au regard de la tâche qui est accomplie par les aidants. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas, par exemple, un réel statut, même entre guillemets de salarié, pour permettre à ces familles, à ces aidants de pouvoir continuer à accompagner les parents. Moi, je connais des personnes, des aidants qui se sont arrêtés de travailler. Ouais. Ou un membre de la famille, parce que ça aussi c'est une réalité, c'est sacrifié. À partir de 2020, les pouvoirs publics se sont saisis de cette question-là. Ils ont fait un programme 2020-2022. Peut-être qu'on en parlera après. Là, on va faire une petite pause. Je rappelle juste que nous sommes en compagnie de Céline Dourlan, qui travaille à la Maison des aidants Métropole Roubaix-Tourcoing, et avec Yamina Zelghirani, qui est une aidante. Et on se retrouve juste après. Nous avons défini dans un premier temps ce qu'était un aidant et ce que faisait la Maison des aidants. Dans cette seconde partie, nous allons voir quelles sont les principales difficultés rencontrées par les aidants. On a déjà un peu évoqué parfois la distance pour les aidants, l'accès à l'information qui peut être compliqué, le peu de moyens aussi qui est alloué à cette thématique, je vais dire. Yamina, tu l'as déjà évoqué, mais quelles sont pour toi les principales difficultés rencontrées en tant qu'aidant? L'accès à l'information. En tout cas, une information réactualisée. En fait, ça a été vraiment la difficulté majeure. Par exemple, on ne savait pas que quand une personne est hospitalisée, on pouvait instruire un dossier d'appât d'urgence, par exemple. C'est l'assistante sociale de l'hôpital qui peut élaborer le dossier très rapidement et l'appât se débloque en une quinzaine de jours. Alors qu'en temps normal, c'est à peu près 2 mois. Donc, mais bon, là, on s'est pas fait. Comme mon père s'est refait hospitaliser, on a sollicité l'assistante sociale de l'hôpital et elle a fait l'appât d'urgence pour la deuxième fois, parce qu'on réactualise l'appât puisqu'il faut l'adapter aux besoins du patient. Donc là, c'est vrai que cette information, on l'avait pas tout de suite. Enfin, on l'a pas eu tout de suite. Ensuite, je ne savais pas non plus, et ça a été aussi une difficulté, qu'on pouvait faire une demande d'appât d'urgence, mais par le médecin traitant, en fait. D'accord. On l'a su en fait au fur et à mesure de l'évolution de la situation, et on a eu une très bonne interlocutrice du département
qui, elle, a géré justement l'instruction du dossier, mais surtout l'évaluation du degré de dépendance. Et cette dame, que je remercie vraiment parce qu'elle s'est mise à notre disposition, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais en difficulté, je savais que tel jour, telle heure, je pouvais la contacter et elle me donnait des informations. Dernière information que j'ai eue tardivement aussi, c'est que mon père a l'APA. Et donc, on a mis en place des aides ménagères dans le cadre de l'APA, par exemple. Et ma mère, comme elle n'est pas dépendante, mais elle est retraitée, elle peut bénéficier d'une aide ménagère, mais financée par la CARSAT. Et donc là, par exemple, on a une aide ménagère qui intervient, mais pour les deux, mais pour 2 financements différents. Et ça, on ne savait pas. Donc, il y a un volume horaire qui est beaucoup plus important et qui permet de soulager mes parents. Mais la première difficulté, c'est ça, c'est d'avoir accès à l'information. Mais même les médecins, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, le médecin traitant lui-même me disait, mais madame, moi-même, je n'ai pas l'information, en fait. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, c'est que tous les aidants n'ont pas cette possibilité de mobiliser autant de professionnels. Nous, on l'a fait parce que j'avais quelques informations et ensuite, on est aussi épaulé par d'autres pour accéder à d'autres informations. Mais il y a des familles qui n'ont pas accès tout simplement à l'information. Donc, à l'APA, déjà, rien que ça. L'APA, on peut bénéficier donc de l'aide ménagère, de l'intervention de professionnels pour des actes de la vie quotidienne, etc. Mais donc, si on n'a pas l'info, on n'a pas accès au droit, en fait. C'est un peu ça. Ça, c'était la première difficulté. Ensuite, l'autre difficulté, c'est de gérer tous les intervenants. D'accord. Parce que parfois, on vous appelle quand il y a du retard, mais on vous appelle quand il y a des absences. Mais en même temps, il faut aussi gérer l'emploi du temps. Il faut prévoir les rendez-vous 3 mois, parfois 4 mois à l'avance. Et ça, si on n'a pas, entre guillemets, l'habitude de gérer un emploi du temps, un agenda. Enfin, moi, j'aime toujours mon agenda. Si j'ai pas c'est mon deuxième. Je dis toujours, c'est mon deuxième cerveau. Mais si on n'a pas ça, on a du mal à se programmer, on a du mal à se projeter. Et parfois, alors là, récemment, c'est mon père qui m'a dit, au fait, il m'a montré ses pieds. Je me suis dit, le podologue. Ouais, oui. Et donc, il va mieux. Donc je me dis, c'est bien, c'est qu'il a repéré qu'il fallait qu'on le soigne. Mais la difficulté, c'est ça aussi, c'est de tout planifier et d'être vigilant à tout instant. Ensuite, on a été aussi accompagnés, d'ailleurs je vous remercie parce qu'on a été accompagnés par la Maison des Aidants. Et donc, la première chose, ça a été de convaincre ma mère de venir, parce que ça n'a pas été simple pour elle d'accepter qu'elle devait être aidée aussi. Être aidée par les enfants, c'est une chose, mais être aidée par quelqu'un d'extérieur, c'en est une autre. Et donc, elle a pu bénéficier d'une écoute très attentive de la psychologue de la Maison des Aidants de Roubaix. Et elle disait, je me suis vidée, j'ai dit ce que je pensais, mais en même temps, c'est bien, parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Et donc, on a encore une chance d'avoir un parent qui dit les choses, qui verbalise les choses. On a des parents qui ne parlent pas. Par exemple, mon père, ça aurait été très compliqué, puisque depuis l'AVC, c'est très compliqué de verbaliser les choses. Et donc, depuis, elle est suivie, mais à l'extérieur maintenant. Donc, le premier pas, ça a été la Maison des Aidants, et maintenant, elle bénéficie d'un suivi dans un cabinet privé, qui lui convient d'ailleurs. Voilà, donc moi je dirais c'est vraiment ça, la gestion de tout ce réseau de professionnels et puis l'accès à l'information. D'accord. Et Céline, pour les personnes que vous accompagnez, quelles sont les principales difficultés identifiées et quels sont les motifs qui les poussent à venir vous voir ? Alors, juste avant, il y a des petites choses sur lesquelles j'aimerais revenir qui ont été dites. Il y a une étude qui a été faite par un sociologue qui a montré que le travail des aidants, si jamais il était rémunéré, ça coûterait 164 milliards à la société. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc je pense que c'est un chiffre assez intéressant, 164 milliards. Si quelqu'un l'a dans sa poche, il y en a qui le disent, et comme ça on paiera tous les aidants. Après, juste une autre petite chose, vous avez évoqué la notion de que vous êtes les enfants et que c'est normal. Voilà, je tiens à... Quand même, voilà, c'est très bien. Vous avez la chance d'avoir une famille qui épaule, qui est présente, une grande famille sur laquelle vous pouvez compter, vous pouvez vous répartir les tâches. Il faut aussi savoir que chacun apporte l'aide qu'il peut et qu'il souhaite accepter. C'est ce qu'on appelle un peu la dette morale, de dire c'est mon parent, donc je lui dois. Faut avoir en tête que chacun a sa situation personnelle, son histoire de vie personnelle, son histoire relationnelle avec son proche personnel, ce qui change les choses, et parfois tout le monde n'est pas en capacité d'apporter la même aide. Tout à fait.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais je dis, c'est vrai qu'il y a des familles qui se retrouvent seules. Ouais. On a un aidant sacrifié. On a parfois des personnes qui ne sont pas en capacité d'aider tout court, qui travaillent, etc. Mais très sincèrement, moi aussi, j'avais pas... si on n'était pas autant, je suis pas sûre qu'on aurait pu aider nos parents comme ça. Parce que aujourd'hui, j'ai pas l'intention d'arrêter de travailler, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait, qui ont arrêté de travailler, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas et qui ont aussi à leur charge une famille. Maintenant, le souci, c'est quels sont les autres dispositifs, parce qu'à un moment, j'en ai pas parlé, mais tout à l'heure, pendant l'accompagnement de mon père, à un moment donné, on nous a dit, il faut le mettre en EHPAD. Et parce que la situation, elle est plus tenable et c'est plus possible pour votre mère, c'est plus possible pour vous. Et voilà, l'alternative, c'est l'EHPAD. Alors que si on avait d'autres dispositifs, des centres d'accueil de jour, par exemple, pour soulager, ça aurait été une alternative qui était un peu plus entendable pour nous, en fait. Ce que je reproche, c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment et qu'on a l'impression qu'après, on le met en établissement et puis l'affaire est réglée. Mais l'affaire n'est pas réglée, la situation ne sera pas réglée en fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il y a des familles qui sont effectivement en difficulté et qui ne peuvent pas, pour X raisons, et ça... Voilà, j'ai juste préciser qu'après chaque situation est bien sûr individuelle et chacun a ses problématiques différentes. Je rejoins totalement la première difficulté qui est l'accès à l'information. Nous on reçoit beaucoup de personnes qui accompagnent leurs proches depuis très longtemps et qui n'ont aucune aide à la maison parce qu'ils ne savaient pas à quoi ils ont le droit, qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, notamment l'allocation personnalisée d'autonomie, effectivement l'APA dont on a parlé, je pense qu'on va revenir dessus un peu plus tard. Donc il y a des choses que j'aborderai parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances et de faux semblants, et ça c'est vraiment une très grosse problématique effectivement d'avoir accès à une information de qualité. Et après, en tant que professionnel, il faut savoir dire parfois je ne sais pas, parce que on a le droit de pas savoir. Par contre, on n'a pas le droit de donner des fausses informations. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. On peut pas toujours tout savoir, on peut pas toujours être à jour vraiment précis de tout. Par contre, si on sait pas, si on n'est pas sûr, on le dit. Voilà, ça pour moi c'est vraiment quelque chose de très important. Aller chercher l'information, c'est très compliqué. Il y a pas très longtemps, j'avais le témoignage d'une aidante qui me disait moi, j'attendais qu'on vienne me prendre par la main et qu'on m'explique tout ce qui existe, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hélas, faut chercher. Effectivement, tout le monde n'a pas les ressources pour chercher. Tout le monde n'a pas cette culture de l'administration française telle qu'on la connaît, qui est pareil dans tous les actes de la vie quotidienne. Mais quand on est un aidant, qu'on a cet épuisement, cette charge mentale constante, cette vigilance de se dire, mon Dieu, là, je vais aller acheter du pain, mais pendant ce temps-là, si ça se trouve, mon père, il va tomber. Enfin, voilà. C'est vraiment tout ça, et de se dire que remplir un dossier de plus, c'est compliqué, effectivement. Donc l'accès à l'information, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, où c'est la principale difficulté. Nous, on a aussi effectivement la grande problématique du droit au répit, de prendre du temps un petit peu, ou parfois par exemple un conjoint qui n'a pas d'enfant, il est tout seul, il peut pas passer le relais, même pour 1 heure. Et voilà, donc c'est de se dire un peu aussi de lui offrir une bulle de respiration, une bulle en dehors un peu de cet accompagnement pour après recharger les batteries et retourner à sa mission d'aidant avec du recul, avoir pris l'air pour lui. Et on a évidemment bien sûr tout le côté soutien qui a été évoqué, où parfois juste se dire de parler avec quelqu'un et de vider son sac, quelqu'un qui est neutre. On sait que les parents, notamment, ils peuvent pas tout dire à leurs enfants, mais c'est normal, on dit pas toujours tout à ses enfants. Un conjoint dit pas toujours tout à son autre conjoint, et c'est normal, voilà. Un enfant dit pas toujours tout à ses frères et sœurs, et c'est normal. D'avoir quelqu'un de neutre pour écouter. Parfois, mes collègues, juste, elles écoutent quelqu'un vider son sac parce que c'est ce dont il a besoin, et c'est tout. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'être accompagnés pour cheminer, pour dire, maintenant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, quelle décision je vais prendre, ou je vais pas prendre, et puis comment j'accepte cette culpabilité qui me ronge, de dire oui, je vais prendre 1 heure pour aller acheter du pain et je vais le laisser tout seul pendant ce temps-là, d'accepter le risque parfois qui existe. C'est vraiment tout cet accompagnement psychologique, donc pas forcément pas de la thérapie, c'est pas ça le but, mais c'est vraiment d'avoir quelqu'un de neutre, quelqu'un d'extérieur, de professionnel qui nous soutient.
Merci. Il y avait juste concernant l'instruction de tous les dossiers d'aide, etc. La difficulté qui s'est ajoutée aussi, c'est la dématérialisation. En fait, tout se fait en ligne. Je me dis, mais quand on est une personne âgée et parfois on n'a pas forcément accès à la langue, eh ben, on n'a pas accès à l'information. Donc, et de plus en plus maintenant, tout se fait en ligne. Bien sûr. Même prendre un rendez-vous avec un médecin, ça se fait sur Doctolib, etc. Donc, ça, je trouve que c'est une difficulté aussi. Bien sûr. Et accéder à tous ces dispositifs, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, est-ce que ça a un coût ? Est-ce que ça pourrait bloquer les gens en disant ça coûte cher, je ne peux pas faire intervenir ou... L'infirmier, c'est pris en charge. L'aide ménagère... Alors, j'ai eu cette information-là récemment aussi, donc je la transmets. C'est que l'aide ménagère, donc il y a une prise en charge qui est faite en partie par l'APA et une autre prise en charge par la CARSAT. Et en fait, le reste à charge, donc mes parents m'ont payé ce reste à charge et en fait, on peut le déduire des impôts. Et même si les parents ne paient pas d'impôts, ils vont pouvoir avoir je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est un crédit d'impôt. En fait, c'est un crédit d'impôt. Donc effectivement, sur le reste à charge, même pour les soins à la personne, même sur le reste à charge de tout ce qui est pris en charge avec l'APA. Donc le reste à charge, c'est en fait des services à la personne qui peuvent effectivement, on peut bénéficier d'un crédit d'impôt. Alors il y a un plafond annuel, je crois qui est de 14 000 € de remboursement. Enfin, faudra aller vérifier l'information, mais ça va, on va dire, au niveau du plafond, voilà, qui est accessible. Effectivement, c'est un remboursement. Donc, si on paye des impôts, c'est baissé. Et si par contre, on n'en paye pas, on est remboursé, effectivement. Donc après, il faut avancer les frais. Voilà, c'est ça après la difficulté, mais effectivement, après, c'est remboursé. Non, c'est accessible. Après, l'orthophoniste, le kiné, tout ça est pris en charge. Par contre, ce qui ne pouvait pas être pris en charge, c'est si mon père a intégré la maison... L'accueil de jour. C'était les frais de transport qui étaient assez coûteux. Transport et même la journée, en fait, je pense que c'était à peu près une quarantaine d'euros. C'est pris en charge en partie, mais pas totalement. Donc ça, effectivement, ça peut freiner. Moi, je trouve que ce qui coûte, ce sont les soins, en fait, concrètement, des personnes malades. Le dépassement d'honoraires, etc. En fait, le coût d'une hospitalisation, par exemple, si c'est en clinique, ça, c'est un coût. Mais le reste, non. Par contre, si on devait faire intervenir quelqu'un pour garder un parent la nuit, là, le coût, il est assez élevé. D'accord. Je voulais juste préciser qu'on allait ouvrir l'antenne autour de 19h. D'accord. Donc, pour appeler l'antenne, c'est le 03 20 73 59 00. 03 20 73 59 00. Quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui s'identifient comme aidants, mais qui n'arrivent pas à faire le premier, à demander de l'aide? C'est trop compliqué pour eux parce que ça semble tellement naturel de s'occuper d'un parent ou d'un membre de sa famille ou même d'un voisin parce qu'il n'y a pas forcément de liens familiaux. Mais c'est tellement dit. Quel conseil on pourrait leur donner pour leur dire il y a des choses qui existent? Mon premier conseil, ça serait d'aller chercher l'information. Même si pour l'instant, on estime qu'on n'en a pas besoin, on ne souhaite pas mettre en place des choses. Il n'empêche qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans l'avenir. On ne sait jamais si nous, on a envie de tout faire, mais si un jour on se pète une jambe, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ça. Donc rien qu'aller chercher l'information pour savoir ce qui existe, comment ça fonctionne, en fait, anticiper au maximum, même si effectivement on n'a pas envie, on a envie de tout faire, on a envie de le garder à la maison, ce qui est chacun fait ce qu'il souhaite, mais aller chercher l'information pour savoir ce qui existe et comment ça fonctionne, comment je mets en place telle ou telle aide pour que si un jour soit on prend la décision de déléguer certaines choses à quelqu'un, de passer le relais sur certaines choses, les choses qu'on souhaite, ou s'il nous arrive quelque chose, au moins on a toute l'information, on sait à qui s'adresser, comment ça va fonctionner, quels sont les délais, et pour pas se dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, parce que c'est à ce moment-là où ça va pas aller forcément, on sera stressé, on sera pas, donc voilà. Moi c'est mon premier conseil. Moi je dirais le médecin traitant aussi, qui lui peut mobiliser beaucoup de professionnels, enfin quand je dis beaucoup, des professionnels qui puissent répondre à un besoin médical ou à un besoin particulier. Donc lui, il est censé en fait vous proposer l'intervention d'un infirmier à domicile. L'aide à la toilette, l'aide à l'habillage par exemple, moi je pensais au départ que c'était un autre service en fait, mais c'est un médecin, un infirmier libéral qui se charge de ça et ça se passe très très bien, quoi.
D'accord. Donc au moins le médecin traitant. Après moi très sincèrement, c'est pas parce que vous êtes présente, mais la maison des aidants par rapport à les dispositifs existants en fait sur le territoire, parce qu'on les connaît pas forcément. Mais moi je pense que ces 2 relais là ils sont importants. D'accord. Et une question, est-ce que les aidants sont principalement des aidantes ? Alors, on en a parlé un petit peu hors antenne. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des chiffres, donc là, on est en France pour toutes les aidants. Donc le handicap, la petite enfance, le vieillissement, la totale, on est sur 11 millions d'aidants. Au niveau de la répartition de genre, on est plus ou moins, d'une façon générale, à 50-50. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la charge augmente, plus l'écart se creuse. Et donc, effectivement, plus la charge augmente, plus ce sont les femmes qui s'investissent. Voilà, ça, c'est des faits, c'est des chiffres. Voilà, donc on peut pas dire que c'est pas vrai. Voilà. Mais effectivement, non, c'est la femme. Voilà, donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup, voilà, c'est les femmes qui s'investissent plus. Après, nous, dans notre accompagnement, on a une majorité de femmes, on a la spécificité d'accompagner au niveau du vieillissement. On sait que les femmes ont une espérance de vie plus longue, donc bien entendu, ça joue également. Voilà, donc quand même avoir en tête que sur les chiffres globaux, on est sur 50-50, mais plus l'accompagnement augmente, plus la charge augmente, plus là l'écart se creuse et on a une majorité de femmes, effectivement. D'accord. Et des femmes qui s'épuisent et on sait que 2 aidants sur 3 tombent malades, meurent avant le... Alors, encore une fois, c'est pas tout à fait ça. Voilà, donc là, si je ne rectifie pas ma collègue, elle va me hurler dessus demain. Alors, il y a une seule étude, en fait, qui est sortie et qui avance une théorie comme ça, donc une seule étude, ce qui n'est pas beaucoup pour avoir des faits vraiment scientifiques, on va dire. Et on est sur, effectivement, 2 aidants sur 3 qui développent une pathologie, mais encore une fois, pour de l'accompagnement de personnes de plus de 60 ans. Donc voilà, c'est encore effectivement une possibilité. Après, faut aussi relativiser un petit peu les choses, même si on sait que l'épuisement de l'aidant, les soucis de santé, ça c'est des faits, bien sûr. D'accord, on va faire une petite pause, on se retrouve juste après, et après cette pause, on va évoquer les aides et les structures qui existent. Après 6 ans d'absence, Stromae rend hommage avec ce titre santé aux héros du quotidien et petite dédicace aux aidants qui nous écoutent. On continue sur notre thématique des aidants avec Céline Dourlan de la Maison des aidants Métropole Roubaix-Tourcoing et de Yamina Zelghirani qui intervient en tant qu'aidante ce soir. On va désormais aborder la question des structures qui existent. On a déjà évoqué la Maison des aidants et des aides à l'attention des aidants. On rappelle d'ailleurs que la coopérative Chibani a réalisé un livret en partenariat, un livret intitulé « Mieux être informé pour mieux accéder à mes droits » qui est disponible sur le site de la coopérative www.chibani.fr et accessible à la Maison des associations 24 Place de la Liberté, métro Eurotéléport. Tu voulais dire quelque chose ? Nous aussi on l'a, si jamais vous voulez. À la Maison des aidants, à Place de la Gare à Roubaix, on l'a également. Voilà. Alors, on a déjà évoqué, mais peut-être le dire concrètement, qu'est-ce qui existe pour les aidants aujourd'hui ? Alors, d'abord, la Maison des aidants, tout simplement. D'abord, nous, voilà. Ensuite... est-ce que tu peux rappeler les contacts ? Parce qu'il y a des gens qui prennent l'émission maintenant. Tout à fait. Donc, la Maison des aidants, donc nous, on est situé 1 Place de la Gare, à Roubaix. Donc, on est au niveau de la gare Jean-Lebas. Notre numéro de téléphone, c'est le 03 20 28 64 49. Je vais le répéter. 03 20 28 64 49. Voilà, donc ensuite on a au niveau de l'accompagnement administratif, donc soit le CCAS de votre commune, le centre communal d'action sociale ou les différents CLIC, relais autonomie, les centres locaux d'information et de coordination qui se trouvent dans différentes communes. Par rapport à votre commune d'habitation. Ensuite après ça dépend un petit peu, il y a des choses plus spécialisées selon les différentes pathologies qui existent. Par exemple, je vais parler pour la maladie d'Alzheimer. Par exemple, on a les ESAD, les équipes spécialisées Alzheimer à domicile, où également ça fonctionne également par territoire. Donc voilà, selon votre commune d'habitation, ce ne sera pas le même ESAD qui viendra à domicile.
Il y a également pour toutes les problématiques des chutes, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'ESPRAD, l'équipe spécialisée pour la réadaptation à domicile, où là c'est vraiment tout ce qui est lié aux chutes, où il y a un accompagnement également qui est fait. Ces deux services-là, il y a une prise en charge par la sécurité sociale, c'est sur prescription du médecin traitant. Il y a d'autres choses qui ont été évoquées, donc là, l'accueil de jour notamment, qui est pour les personnes souffrant de maladies neurodégénératives, donc peu importe la pathologie d'origine, hein, effectivement, tout ce qui est lié à des AVC, la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lewy et toutes ces pathologies-là. Donc là on parle des structures, hein, c'est ça ? Oui, les structures. Là pas, ce sera après, hein. C'est juste pour juste faire après, les choses bien. Voilà, je pense que là c'est les principales structures générales qui existent vraiment pour avoir cette première information, parce qu'après là ce sera vraiment spécifique à chacun par rapport à la problématique qui existe. D'accord. Et toi, tu as peut-être d'autres structures qui te viennent en tête ou... Non, je voulais juste revenir sur les aides, parce que nous, on les a interpellés aussi. Ils sont intervenus, je crois, une quinzaine de séances. Je crois que c'est un peu ça, entre 14 et 15. Ouais, c'est ça. Et ça a été aussi une mine d'informations, en fait. Donc, les intervenants nous transmettaient des informations, mais elles avaient aussi cette capacité d'écouter un petit peu et de conseiller les aidants dans, par exemple, l'aménagement du domicile. C'est tout simple, hein. Par exemple la nuit, pour éviter qu'il chute, laisser une lumière allumée, c'est des petites choses dont on oublie en fait, mais c'est des petits conseils qui nous ont été donnés et qui nous ont facilité aussi le quotidien. D'autres structures, non, je pense que tout a été dit. Et quand on parle pas bien le français, c'est une question qui se pose. Quand on parle pas bien le français, déjà l'accès à l'information c'est compliqué. Quand on gère le système un peu bureaucratique, mais quand on maîtrise pas le français, qu'on a aussi cette fracture numérique, est-ce qu'il y a une réponse, peut-être des pouvoirs publics ou je sais pas, une adaptation? Non, on n'a pas. Dans le livret, je pense qu'il y a un lien aussi avec un service d'interprète, mais sinon non. Moi, je sais qu'on a des proches, des personnes qui sont aussi en difficulté, mais qui ne parlent pas très bien français. Du coup, ce qui se fait, c'est la mobilisation du réseau, en fait. Du réseau amical. C'est l'entourage qui vient aider, ou un voisin qui donne une info, etc. Mais sinon, non, sinon, il n'y en a pas, en fait. Hein. D'accord. Juste avant d'évoquer les aides, je précise qu'on ouvre l'antenne dans moins de 10 minutes. Alors, vous pouvez appeler le 03 20 73 59 00, 03 20 73 59 00. N'hésitez pas à témoigner ou à poser vos questions. On a beaucoup parlé de l'APA. Est-ce que Céline, tu pourrais nous dire ce qu'est l'APA ? Oui, donc c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc c'est une aide délivrée par le département pour les personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Voilà. Si la difficulté apparaît avant 60 ans, là c'est la MDPH, la maison départementale du handicap, qu'il faut solliciter pour avoir la prestation compensatrice du handicap. Voilà, donc là c'est en fait les deux interlocuteurs pour les aides financières, tous les deux le département, mais chacun a son pôle de travail. Donc l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc effectivement, la première démarche, c'est un dossier administratif à remplir, quelque chose d'assez laborieux. Là, faut pas hésiter à aller interpeller les assistantes sociales du CCAS ou du CLIC de votre territoire pour qu'on vous accompagne à remplir ce dossier, parce que effectivement ça peut être assez compliqué de remplir tout ça, mettre tous les formulaires, la déclaration d'impôt, enfin voilà, tout ça, beaucoup de documents à remplir. Envoyé au département dans un délai effectivement de 2 à 3 mois. Il y a une visite qui est faite au domicile d'une évaluatrice APA. Donc c'est vraiment l'équipe spécialisée pour ça. Donc il y a deux objectifs. Le premier objectif, effectivement, comme ça a été évoqué, c'est d'évaluer le degré d'autonomie, le degré de dépendance, c'est ce qu'on appelle le GIR. Voilà, ça fait partie de tous les sigles qu'on entend. Et voilà, il y a une évaluation, on va dire, provisoire qui peut être faite par un autre professionnel, mais vraiment la voix de l'autorité, ça va être cette évaluatrice ou cet évaluateur, hein, souvent c'est des femmes, mais ça peut être des hommes, on ne sait jamais, de l'APA qui va prendre cette décision. Donc il y a toute une grille, voilà, il y a beaucoup de critères qui vont évaluer. Voilà, si jamais vous en entendez parler, donc c'est une grille qui va de 1 à 6, en sachant que 6, on est tout à fait autonome, on n'a pas besoin d'aide, et 1, par contre, on est totalement dépendant.
L'APA est donnée entre le GIR 1 et le GIR 4. Donc effectivement, là, ce qui a été évoqué, et c'est très bien de le savoir, c'est que pour les GIR 5 et 6, qui sont donc suffisamment autonomes pour ne pas avoir à bénéficier de cette aide, effectivement, il ne faut pas hésiter à aller solliciter les mutuelles, les caisses de retraite principales et complémentaires pour avoir de l'accompagnement à domicile, donc notamment du ménage, parfois aussi de l'accompagnement aux courses. Par contre, ils ne font pas de gestes au corps. Voilà, par exemple, il n'y a pas d'aide à la toilette parce que là, on estime qu'on est finalement suffisamment dépendant pour avoir l'APA. Cette évaluation, c'est aussi l'occasion de faire les demandes, de dire de quoi on a besoin. C'est pas juste une enveloppe qui est donnée, ça finance vraiment des pôles précis de demande. Donc c'est moi j'aimerais des heures justement pour de la toilette, pour de l'accompagnement, de l'accueil de jour. Ça peut aussi aider à financer les protections si jamais la personne en a besoin. Et à la suite de ça, c'est aussi le moment où il faut qu'il y ait un aidant qui se positionne comme aidant indispensable. Donc ça, c'est vraiment très très important de le faire à la visite de l'évaluatrice, de dire par exemple le conjoint ou l'enfant qui est le plus présent va être notifié aidant indispensable parce que ça va débloquer ce qu'on appelle le droit au répit. Donc le droit au répit, il y a un plafond, encore une fois, après ça dépend aussi également des revenus et du degré de dépendance. Donc notamment on peut aller jusqu'à 500 € par an de droit au répit, donc c'est-à-dire que si l'aidant souhaite partir en vacances et qu'il ne souhaite pas emmener son proche avec lui, on peut avoir une augmentation des aides à domicile, une augmentation des journées d'accueil de jour ou encore aider à financer de l'hébergement temporaire pour le proche. Et également, il peut y avoir jusqu'à 1 000 € par hospitalisation si l'aidant est hospitalisé. Voilà, si l'aidant tombe, se casse une jambe, il y a par exemple 2 jours à l'hôpital, et pendant ces 2 jours, il peut y avoir une augmentation des aides à domicile, une journée d'accueil de jour supplémentaire, et la notification aidant indispensable peut aider à financer ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très très important de le faire. Et comment on débloque ce dispositif ? C'est du remboursement de facture. D'accord. Ouais. C'est pas de l'argent donné en avance, c'est du remboursement de facture. Donc après, quand la situation arrive, il faut contacter son référent APA et on envoie les factures et ils font un remboursement. Effectivement, tout à fait. C'est pas effectivement de l'argent qui est avancé. Est-ce qu'on peut travailler et solliciter une aide de l'APA ? Est-ce qu'on peut travailler ou c'est destiné aux personnes qui n'ont pas d'emploi ? Je comprends pas la question. Pour bénéficier de l'aide du montant, c'est pour les aidants. Alors, l'APA, c'est pour les personnes de plus de 60 ans en pleine autonomie, donc après, peu importe leur situation. Et au niveau d'être aidant indispensable, pareil, c'est pour tous les aidants, peu importe la situation. D'accord, c'est pas forcément des retraités. C'est vraiment global pour tout le monde. Alors, des petites idées reçues sur l'APA. Effectivement, il y a aussi une condition de revenu à prendre en considération. Après, l'APA prend en charge toujours au moins 10% de l'accompagnement, forcément. Ça ne peut pas dire non, vous gagnez trop, on ne donne rien du tout. Même si on a une retraite exceptionnelle, ce que je souhaite à chacun d'entre vous, il y a quand même 10% qui sont toujours minimum pris en charge par l'APA, par le département. Et enfin, deuxième idée reçue qu'on entend beaucoup, il n'y a pas de récupération sur succession. Okay. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on entend parfois de dire non, je prends pas l'APA parce qu'après mes enfants ils vont devoir rembourser. Non, ça c'est pas vrai. C'est l'aide sociale à l'hébergement qui est récupérable sur succession, mais pas l'APA. Ça c'est vraiment très très important. Il faut pas que ce soit un frein pour les gens. Ensuite, donc à la suite de l'évaluation qui est faite à la maison, le département il vous envoie un plan d'aide, avec vont dire sur tel item on vous donne autant, sur tel item on vous donne autant. Il y a un délai pour répondre, il y a 10 jours pour répondre. Si vous répondez pas dans les 10 jours, votre dossier passe à la trappe et faut tout recommencer. Donc c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, il y a différentes possibilités. Soit on peut refuser le plan s'il nous convient pas. Et si on se dit on a testé mais ça nous convient pas, c'est tout, on refuse. On peut demander des modifications du plan, de dire j'aimerais peut-être qu'il y a un peu moins d'heures sur ça et un peu plus d'heures sur ça. Après, selon chacun, comment on souhaite organiser son accompagnement, ou on accepte le plan d'aide. En sachant effectivement que l'APA, c'est pas définitif. Ça peut être réévalué, notamment une fois par an, ou s'il y a vraiment une dégradation importante. Ça, faut surtout pas hésiter à ressolliciter l'évaluatrice ou l'évaluateur pour refaire une visite si jamais il y a besoin. Et c'est quoi les critères de dépendance
de perte d'autonomie, ils vont évaluer quoi? Alors, non, c'est sur ce que la personne est capable de faire à l'instant T. D'accord. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un aidant qui soit présent à cette évaluation, parce qu'on sait que notamment les personnes qui ont des troubles cognitifs, elles vont dire non, c'est bon, je sais tout faire, tout va bien. D'accord. Alors qu'au final, c'est pas vrai. Donc on conseille toujours qu'il y ait un aidant, un membre de la famille qui soit présent, et puis également pour faire les demandes par rapport à leurs besoins. Donc il y a toute une grille, donc c'est en fait, il y a tous des items où ils évaluent l'autonomie. Donc, je vais vous en donner quelques-uns. La communication, le déplacement dans la maison, le déplacement à l'extérieur, la toilette, l'habillage, les repas. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup d'items qui sont vus. Ok. Un autre dispositif, c'est le congé du proche aidant. Est-ce que tu pourrais nous parler, parce que on va bientôt ouvrir l'antenne, nous dire rapidement à quoi ça correspond. Alors, le congé proche aidant, c'est un dispositif qui existe depuis déjà plusieurs années. Donc ça, c'est pour les aidants qui sont salariés ou en recherche d'emploi. Ça fonctionne également pour les personnes qui ne sont pas salariées, qui sont en recherche d'emploi. Par contre, ça marche pas pour les retraités, bien sûr, puisque c'est vraiment là pour les actifs, vraiment. Alors, donc, ça fait qu'accord de l'employeur, il y a quand même pas mal de démarches à effectuer, mais on est sur environ, c'est des items généraux, mais on est à peu près sur 3 mois consécutifs qui sont renouvelables, en sachant que c'est jusqu'à 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié, ce qui est pas beaucoup. C'est pas 1 an par personne accompagnée, c'est 1 an sur toute la carrière. Donc faut quand même réfléchir à tout ça. Pardon, j'ai tapé dans le micro, je ne sais pas si ça a fait du bruit. Et depuis le 1er octobre l'année dernière, donc 1er octobre 2020, il y a une indemnisation du congé proche aidant qui a été mise en place. Bon, voilà, c'est une première étape. Ça remplace pas un salaire. Donc là, on est sur l'ensemble de la carrière du salarié jusqu'à 66 jours d'indemnisation. Voilà, donc c'est une première étape. On espère que les choses, elles vont continuer à évoluer. En sachant que pour l'indemnisation, si une demande doit être faite, l'interlocuteur, c'est la CAF. D'accord. Voilà. Un dernier mot sur les aides, ou on passe à la pause et puis après on ouvre l'antenne. Juste rappeler qu'il y a un livret qui répertorie toutes les aides et les structures, le livret d'accès aux droits que vous pouvez retrouver à la Maison des associations de Roubaix, à la Maison des aidants et sur le site de la coopérative Chibani, www.chibani.fr. Alors, on fait une petite pause. Ce soir, vous êtes sur Pastel FM. Nous avons fait une émission sur les aidants. Nous sommes en compagnie de Céline Dourlan de la Maison des aidants Métropole Roubaix-Tourcoing et de Yamina Zelghirani qui intervient sur le sujet des aidants. Nous avons ouvert l'antenne est ouverte. Alors, vous pouvez nous contacter au 03 20 73 59 00. Il y a une question qu'on n'a pas abordée. C'était des conflits qui peuvent exister au sein des familles. Et est-ce que vous pouvez évoquer ces conflits-là et s'il existe une médiation? Oui, tout à fait. Donc effectivement, les conflits, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fera dans l'avenir si jamais l'État change? Effectivement, c'est des questions à se poser. Une des premières choses, c'est d'anticiper, d'avoir une personne de confiance qu'on désigne. Les directives anticipées, je sais que c'est pas très agréable d'en parler, mais ça peut éviter des conflits par la suite, de se dire moi je souhaite ça pour moi, et là finalement il y aura moins de déchirement, de dire qu'est-ce qu'on fait, parce que la personne elle aura choisi pour elle-même. Avoir une personne de confiance, c'est important. J'ai déjà eu le cas d'une dame qui a dit c'est mon mari, donc c'est forcément moi. Non. Et donc effectivement, le fait que si par exemple il y a un conflit entre les enfants et l'autre parent, si jamais il y a une personne de confiance qui a été désignée, on sait que c'est cette personne-là qui aura une voix plus importante. Après, une autre chose qui existe, c'est si jamais il y a un conflit qui existe dans la famille, quelle décision prendre, est-ce qu'on continue à garder peut-être papa-maman à la maison, ou est-ce qu'on choisit de faire une entrée en institution, finalement, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on le laisse là-bas, qu'il a décidé de partir vivre en Bretagne, ou est-ce qu'on le ramène à la maison? Et puis parfois, le conflit s'arrête, il fait arrêter la communication, et puis la reprendre, parfois c'est compliqué. Donc il y a des dispositifs qui existent, des associations, c'est ce qu'on appelle la médiation familiale.
sur le secteur de Roubaix, c'est Avec des mots médiation. C'est une association de médiation familiale dans le cadre de la famille, mais après sous diverses formes, que ce soit dans une fratrie, les parents, les enfants, des conjoints. Ils s'adaptent vraiment. Au niveau de leur accompagnement, il y a un premier rendez-vous d'information qui est fait avec la personne qui en fait la demande. Donc il ne faut pas que toutes les personnes concernées soient présentes, mais d'avoir cette première information de qu'est-ce que la médiation familiale, qu'est-ce que ça implique. Et après, les séances peuvent commencer. Il n'y a pas de cadre prédéfini, donc ce sont des séances qui sont payantes, mais il n'y a pas de nombre de séances, ça s'adapte aux personnes. Si toutes les personnes concernées ne sont pas présentes, c'est pas grave, ça peut être fait quand même. Ça, tout ça en fait est vu aussi pendant le premier rendez-vous d'information, mais effectivement il faut pas se dire qu'on est tout seul, notamment nous à la Maison des Aidants, les psychologues, elles peuvent aussi avoir ce premier rôle d'évoquer le conflit avec la psychologue et qu'elle peut donner déjà des premières pistes un petit peu sur ce qui peut être fait, la façon d'aborder les choses, et après pas résoudre le conflit, parce que on se dit pas ça y est, hop, on a une baguette magique et on va résoudre le conflit, que ce soit les psychologues ou la médiation familiale, mais l'objectif c'est au moins de rétablir le dialogue, déjà ça. Voilà. D'accord. Peut-être une dernière question, si on n'a pas d'auditeurs. Quelles seraient vos recommandations pour les pouvoirs publics ? Parce que Yamina, tu as quand même cette expérience, on va dire, d'usager, cette expérience du terrain. Et toi, Céline aussi, pareil, tu rencontres des gens et tu as des remontées. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour améliorer les choses ? En tout cas, cette expérience... moi, vu le parcours, en fait, je me dis là, ce qui aurait été bien, c'est qu'on puisse financer des associations, par exemple, qu'on crée sur le territoire Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, des cafés sociaux comme à Paris, le café social Ayem Zamen, dans lequel on peut proposer des activités, mais une écoute, un temps de répit pour les aidants. Et moi, je pense que pour les pouvoirs publics, même si effectivement il y a un pas qui a été franchi, il y a une reconnaissance du statut d'aidant, moi je pense qu'en parallèle il faut aussi financer les actions menées par les associations, parce que je trouve que ce sont des acteurs centraux dans l'accompagnement des aidants et dans d'autres problématiques, et peut-être aussi revoir en fait le statut des aidants, de faciliter un arrêt de travail, de faciliter un peu plus les absences, etc. Et je pense qu'il faut aussi peut-être créer des endroits où d'écoute aussi. Mais c'est vrai que j'ai l'expérience du café social. C'est vraiment l'association qui m'a marquée, parce que je trouve qu'elle répond vraiment bien aux besoins et aux problématiques des aidants et des personnes dépendantes, et aussi des personnes qui n'ont pas forcément accès à la langue. Plutôt privilégier le volet associatif et peut-être construire d'autres centres de répit, d'accueil de jour, des alternatives à l'EHPAD en fait. Moi je pense que ça c'est... Je dis pas, l'EHPAD ça peut être aussi une solution, mais je pense qu'il faudrait aussi un peu plus d'alternatives d'accueil de jour, enfin de dispositifs alternatifs pour éviter l'accueil en EHPAD. J'ai l'impression que parfois soit c'est un accompagnement à domicile, soit c'est l'EHPAD. L'entre-deux, il est compliqué en fait, puisqu'il y a très peu de structures. Donc si j'ai un appel à faire, c'est ça. Investir un peu plus dans le réseau associatif et faciliter la création de structures comme le café social, et de multiplier les accueils de jour et les centres de répit. Et que ces structures soient adaptées à tout public, à toutes les personnes âgées, parce que parfois, quand on a des personnes âgées qui n'ont pas forcément accès à la langue, ou parfois quand on propose des activités qui sont, je sais pas, par exemple, c'est très réducteur, mais des activités où on va chanter certaines chansons, et ces chansons, elles sont méconnues de ces personnes-là, par exemple, c'est des personnes qui vont se retrouver un petit peu à l'écart. C'est ce qui se passe dans les EHPAD d'ailleurs. Quand on propose certaines activités, on a des personnes âgées qui n'ont pas accès à ces activités-là, parce que c'est pas adapté du tout, quoi. Et donc voilà, ce serait plutôt axé là-dessus. Et puis la Maison des Aidants de Roubaix, c'est Roubaix-Tourcoing, il n'y en a pas à Wattrelos, et c'est la Maison des Aidants à Lille, quoi. Et donc je me dis, ce serait bien d'avoir peut-être un peu plus d'antennes
sur d'autres, que ça balaye en fait l'ensemble du territoire, le département du Nord. Ça, je trouve ça un peu dommage. Alors, on balaye tout le territoire. Ouais. Mais est-ce que effectivement, on a nos structures fixes, effectivement, parce qu'on ne peut pas non plus être partout. Mais effectivement, sur la maison des aidants de Roubaix, donc nous, on intervient toutes les communes autour de Marcq, toutes les communes autour de Roubaix, toutes les communes autour de Tourcoing. Et puis, on fait un petit bout de la vallée de la Lys. On va jusque Delémont. Tout le Nord-Pas-de-Calais, même tous les Hauts-de-France sont pourvus en structure comme la nôtre. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site soutenirlesaidants.fr où vous tapez juste votre commune d'habitation et on vous donne la plateforme de répit de référence. Ensuite, pour ce qu'on peut rajouter, moi je rejoins déjà tout ce qui a été dit, bien sûr. Les alternatives à l'EHPAD, ça commence à se créer, mais effectivement tout doucement. Des maisons pour les personnes Alzheimer, des colocations qui arrivent petit à petit, les logements partagés qui commencent à se développer. On a un auditeur qui souhaiterait s'exprimer. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Fatima. Donc, je vous remercie pour l'initiative, en fait, pour essayer de faire avancer les choses du bon côté. Alors, moi, je voulais juste vous poser une question. Vous parliez des EHPAD tout à l'heure. Comment on peut choisir si on peut mettre un parent dans un EHPAD ou pas? Donc, nous, dans la communauté, entre parenthèses, c'est compliqué, en fait. Parce que moi, je suis passée par cette expérience et j'étais aidante, en fait. Et à un moment, je pense que mes frères et sœurs ont trouvé que j'étais au bout, mais moi, j'avais mes capacités. Et ils avaient proposé de mettre ma mère dans un EHPAD pour le week-end, en fait. Que j'avais refusé. Et puis, en même temps, je me disais, s'ils en arrivent là, c'est que le constat... ils n'étaient pas là pour aider, ils étaient là juste pour constater. Je me suis dit, non, il faut que je continue. Parce que pour nous, les aidants, c'est très difficile de prendre une décision comme ça. En disant, ça y est... les autres personnes, elles proposent pour nous, pour nous aider. Mais en même temps, il ne se passe pas grand-chose. Mais nous, les aidants, on ne peut pas dire que si on a décidé d'aider nos parents, c'est pour essayer d'arriver jusqu'au bout, en fait. Mais c'est vrai que comment on peut faire, nous, en tant qu'aidants, accepter de dire qu'on a aidé et puis, du coup, on a peut-être échoué quelque part puisque la famille derrière, elle nous propose de la mettre en EHPAD. Vous comprenez? Donc c'est une décision très très compliquée. Voilà quoi. Donc je voulais parler de ça. Et en même temps, je voulais revenir sur la question de l'APA. En fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui, même si je fais passer l'information, je leur dis, parce qu'ils sont propriétaires de leur logement, elles préfèrent rester comme ça en fait. Ne rien demander, rester dans la galère avec leurs enfants. Je leur dis qu'il y a des aides, il ne faut pas avoir peur. Elles ont toujours cette peur de dire si on a demandé, on va rembourser. Quand nous on sera plus là, c'est nos enfants qui vont être pris entre les tout pour pouvoir rembourser cette aide de l'EHPAD, de l'APA. Donc comment essayer de trouver une solution pour aider toutes ces personnes à leur dire non, ce ne sera pas pris sur le bien que vous avez, c'est pas vos enfants qui vont rembourser. Ça c'est encore vraiment dans la tête de toutes les personnes âgées en fait. Elle s'est dit moi je veux bien le prendre, mais demain je vais mettre mes enfants voilà. Donc ça c'est compliqué. Et moi aussi je voudrais poser la question comment on peut faire, parce que je connais beaucoup de personnes célibataires, des personnes âgées, aussi bien hommes que femmes, qui sont célibataires et qui n'osent pas, ils sont invisibles en fait. Comment les rendre visibles pour les aider en fait. Alors on leur dit de venir, il y a des dispositifs, il faut venir, etc. Mais avec la pudeur, avec elles n'osent pas. Elles se disent non, on se débrouille, on va faire. Mais c'est préfèrent rester sans chauffage, ils préfèrent avoir mangé qu'une fois par jour et ils préfèrent pas demander de l'aide à ces dispositifs. Quel rôle le CCAS pourrait essayer de les aider en fait? Parce qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes, si on fait un constat, la 3e génération, 4e génération, elle arrive, parce que moi j'ai quand même 63 ans, et je vois que de plus en plus que nous avant, nos parents, ils avaient beaucoup d'enfants. Donc c'était gérable. Il y en a qui pouvaient prendre le relais, l'autre elle pouvait prendre le relais, ou des fois, il fallait qu'on y aille jusqu'au bout. Mais là, moi je fais le constat par rapport à moi-même, moi j'ai 4 enfants. Ça va, mais il y en a, ils en ont un, il y a des familles monoparentales. Comment pouvoir les aider en fait? Il y a beaucoup de personnes qui sont en détresse en fait. Elles n'osent pas demander de l'aide, elles sont toutes seules, elles se disent non, on va pas embêter nos enfants, mais elles sont
Et comment nous, en tant qu'étrangers, par exemple, si moi je vais faire partie de l'association, comment nous on peut aller chez une personne en fait, une personne lambda et qui est en difficulté, etc. Et en même temps aussi, si elle peut prendre la place, elles se disent nos enfants ils sont là et les enfants ils n'acceptent pas souvent. En disant pourquoi tu as été voir et pourquoi tu as dit et nous on est là, etc. etc. Donc c'est toutes ces questions-là que je me pose parce qu'il y a beaucoup de personnes en difficulté. Et aussi, encore une autre question, parce que vous avez posé vos questions, moi vous allez me répondre après. Quand il y a des personnes qui sont vraiment malades, qui peuvent pas, pourquoi pas créer un dispositif dans les hôpitaux, par exemple une permanence, et nous, par exemple en tant que bénévole, ou je ne sais pas comment on peut travailler sur ça. Comment aller voir les personnes âgées en leur demandant s'ils ont besoin d'aide, est-ce qu'elles sont seules, vous comprenez? C'est à l'hôpital qu'on peut savoir vraiment c'est ce constat-là je me posais la question en fait. Parce que les gens, ils ne viennent pas vers vous, ils ont honte. Voilà. Et surtout nous, les personnes qui ne savent pas parler, ils parlent français mais ils n'arrivent pas à demander de l'aide. Comment ils ne savent pas utiliser un ordinateur, ils ne savent pas demander. Souvent, ils vont au CCAS, on leur dit non, pas aujourd'hui, demain, revenez. Et après, elles sont fatiguées, elles ne peuvent pas partir revenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Merci pour vos questions, votre témoignage, parce que vous abordez vraiment des choses très, très importantes. Est-ce que peut-être Céline ou Yamina voulaient rebondir sur ce qui a été dit? Tout à fait. Alors, je ne sais pas par quel bout le prendre. Peut-être commencer par, dans l'ordre, voilà, la prise de décision pour ce qui doit être fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que jamais on abandonne quelqu'un. Jamais. Si on choisit une entrée en institution pour notre proche, c'est qu'on est arrivé au bout de ce qu'on était capable de faire. Il ne faut jamais se comparer les uns aux autres. On est tous des individus différents. Certaines personnes vont être capables de faire certaines choses que d'autres ne vont être pas capables de faire. Et ça, c'est la faute de personne. C'est chacun sa personnalité, son histoire de vie, son histoire familiale et sa situation actuelle. On travaille pas, on a des enfants, on n'en a pas, on est seul, on a quelqu'un dans notre vie. Jamais on abandonne les personnes qu'on aime. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment déjà avoir en tête. C'est une question qui est vraiment pas facile. Quand on arrive à avoir un consensus dans la famille, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Si c'est pas le cas, faut pas hésiter à demander à quelqu'un de neutre de nous aider à réfléchir. Je vais encore évoquer notamment les psychologues à la Maison des Aidants. Elles sont là également pour aider au cheminement, à la réflexion, pour peser le pour et le contre de chaque décision et de se dire là où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans l'avenir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que être un aidant, on n'est pas un aidant toute sa vie, un jour ça s'arrête, mais il faut se dire ensuite qu'est-ce qui va se passer, parce que la vie elle va continuer et ça il faut l'avoir en tête également. Donc effectivement c'est vraiment des décisions qui sont pas simples, mais jamais on abandonne la personne qu'on aime parce qu'on l'a fait entrer en institution. C'est parce que soit on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, c'est pas ce qu'on souhaitait, c'est parce que la personne qu'on accompagne elle souhaitait, mais parfois c'est la décision à prendre pour que tout le monde vive le mieux possible. Voilà. Si c'est pour aller jusqu'au bout de ses forces et s'épuiser et qu'un jour on nous retrouve à terre et puis au final ça va être qu'est-ce qu'on fait du proche, la question elle va être là et il faut essayer d'éviter d'arriver à ça. Ensuite, il y avait la question des gens qui ne voulaient pas faire la demande d'aide de l'APA parce qu'ils étaient propriétaires et qu'ils craignaient que les enfants aient à rembourser. Voilà, donc comme j'ai dit, l'APA, c'est pas du tout récupérable sur succession. C'est pour ça que je le dis et je le répète à chaque fois que je vais quelque part parce que c'est vraiment quelque chose qui est très ancré, mais pas du tout. L'APA n'est pas récupérable sur succession. Je pense que s'il faut retenir quelque chose, ça va être ça. C'est vraiment quelque chose qui est ancré et comme je l'ai expliqué, si les démarches elles sont faites et que le plan ne vous convient pas, vous pouvez le refuser. Ça vraiment c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête, mais il n'y a pas de récupération sur succession. L'évocation aussi, ça a été évoqué de comment on peut aller chercher de l'aide quand parfois c'est pas facile de le faire. Faut pas hésiter à aller interroger la Maison des Aidants, le CCAS, le CLIC. Aller prendre l'information ne vous engage à rien. Ce que vous dites au professionnel reste entre vous et le professionnel. Vous n'avez même pas à dire, si vous ne le souhaitez pas, à vos enfants, à votre famille, ce que vous avez dit.
Vous pouvez juste dire je suis allé chercher de l'information, mais après ça reste entre vous et le professionnel que vous avez en face, qui est là pour vous renseigner, pour vous donner l'information, mais ça ne vous engage à rien. Vraiment, ça, aller chercher l'information, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui ne vous engage pas. C'est pas parce que vous allez la chercher que d'un coup, tout va se mettre en place. Le professionnel en face va pas tout mettre en place si vous n'êtes pas d'accord. Ça, vraiment, c'est très, très, très important d'avoir ça en tête. L'évocation des hôpitaux. Alors c'est le service social de l'hôpital qui a vraiment ça en charge d'accompagner les personnes pour le retour à la maison, les aides. Et alors le bénévolat en hôpital, il est un peu en stand-by en ce moment, surtout avec la crise sanitaire. Donc voilà, c'est des choses très louables qui existent. Il y a les petits frères des pauvres notamment qui s'investissent beaucoup pour les personnes âgées isolées. Donc faut pas hésiter. Après, effectivement, c'est le service social de l'hôpital, même si pour l'instant, la crise nous met un peu tous des bâtons dans les roues, mais voilà, ça on peut rien y faire. Voilà. Enfin, moi, je voulais réagir concernant l'EHPAD. Enfin, c'est un témoignage qui me parle beaucoup parce que nous, on nous l'a proposé. Donc, suite à l'intervention de l'ESAD, au vu de la dégradation de la situation, cette question a été posée. Et donc, c'est vrai que dans la famille, on n'était pas forcément... Enfin, c'est pas qu'on était d'accord ou pas d'accord, mais il y a eu beaucoup de souffrance en fait. Lorsqu'on a entendu justement qu'on était arrivé au bout de l'accompagnement, ce que tu disais tout à l'heure, on n'était pas encore dans l'épuisement, mais on était au bout de l'accompagnement en fait. Et donc finalement, nous, ce que disaient les aides, c'était juste, c'était qu'il fallait préparer cette entrée, donc prospecter, se renseigner sur la façon dont on accompagne la personne, etc. Mais ce que disait l'auditrice, c'est qu'on a le sentiment d'abandonner quelque part. Et je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'abandon qui est là, qui est bien présent et qu'il faut savoir le gérer. Et donc c'est vrai que nous on se disait mais tous savent ça, on va tout faire pour éviter, etc. Et la chance qu'on a eue, c'est que la situation médicale s'est stabilisée et que la question ne se posait plus. Mais par exemple, je connais des familles pour qui ça a été vraiment quelque chose d'inentendable, jusqu'au jour où la personne est tombée plusieurs fois des escaliers et qu'il fallait envisager finalement l'accueil en EHPAD. Et cet accueil en EHPAD, heureusement, qui a été mis en place parce que la personne âgée a vécu encore quelques années, mais il fallait qu'elle soit constamment accompagnée et surveillée, et au domicile c'était plus possible. Les aidants proches étaient épuisés en fait, et ils avaient épuisé tous les dispositifs possibles. Donc, mais c'est vrai que je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'à un moment ou un autre, il n'y a pas d'autre solution en fait, et il faut qu'il y ait des professionnels qui puissent accompagner le malade. Et lorsque l'aidant proche est épuisé et que les frères et sœurs sont en difficulté, c'est une alternative. C'est pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est une solution. C'est pour ça que nous on conseille toujours aux personnes qu'on accompagne d'envisager cette possibilité, parce que effectivement c'est pas ce qu'on souhaite, et puis pour certains ça n'arrivera jamais, la personne elle restera à la maison jusqu'à la fin, et si c'est ce qu'on souhaite, tant mieux si ça peut arriver, mais on sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Si jamais par exemple il n'y a pas d'enfant ou qu'ils vivent pas loin, que c'est le conjoint qui s'en occupe et qu'un jour il lui arrive quelque chose, c'est qu'est-ce qui se passe. Donc nous on conseille toujours, quel que soit le choix d'accompagnement, de quand même anticiper, d'aller prospecter, effectivement, de se renseigner sur la procédure et de choisir un établissement qui nous convient, qui va convenir à la personne, qui est, je sais pas, avec des arbres ou pas d'arbres, ou voilà, par rapport à ce qu'on souhaite. Le risque qui arrive, c'est un placement en urgence. Et si rien n'est prévu, ce sera l'établissement où il y a de la place. Donc peut-être qu'il sera loin, peut-être qu'il sera cher. Voilà. Et ça, les entrées en urgence, ça se passe toujours mal, c'est sûr, parce que c'est pas anticipé, qu'on n'a pas choisi le cadre de vie, que peut-être on se retrouve avec des difficultés financières. Alors le fait d'être acteur vraiment d'une des possibilités, qu'on ne souhaite pas arriver, mais qui est une possibilité, quoi qu'il en fasse, c'est de choisir un établissement qui nous convient, que ce soit l'accompagnement qui nous convienne, le cadre qui nous convienne, l'emplacement qui nous convienne et le prix qui nous convienne.
toutes les démarches, elles sont faites. Quand il y aura de la place, ils vont vous appeler. Vous leur dites, non, c'est bon, j'en ai pas besoin. Mais au moins, votre dossier, il est là, il est prêt. Et si un jour, il arrive le malheur qu'on en a besoin, au moins, ce sera fait dans les meilleures conditions possibles et vous serez acteur du choix de l'établissement. Oui, et puis il faut savoir que dans les EHPAD, en tout cas pour la situation que j'ai présentée tout à l'heure, les enfants allaient tous les jours, en fait. Bien tous sûr. les jours, donc au lieu d'aller au domicile, ils allaient dans l'EHPAD. Et il y a un autre élément qui était intéressant, lorsque l'auditrice parlait justement des frères et sœurs qui n'étaient pas forcément d'accord, etc. C'est vrai, là, dernièrement, lorsque la situation s'est dégradée, mais non pas pour mon père, mais pour ma mère, la question, à un moment donné, elle a été soulevée encore une fois, une deuxième fois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite réunion entre nous et on s'est dit les choses un peu clairement, quoi. Mais même si c'est très compliqué à entendre, en fait, mais... je retiens une chose, c'est que ça peut pas, la décision ne peut pas se reposer sur un seul aidant. Ça, c'est la pire des choses. Et moi, je dis toujours, je ne prendrai pas la décision toute seule. Je ne prendrai pas la décision parce que c'est ce sentiment d'abandon, il y est quand même. Et se dire aussi que il y a quand même une possibilité d'avancer autrement si on s'organise autrement aussi. Mais je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir échanger entre les aidants et de prendre une décision commune et que Mais je sais très bien que dans certaines familles, c'est très compliqué et certains freinent des cas de fer. Mais on peut l'entendre aussi. Bien sûr. On peut l'entendre. Mais c'est sûr que anticiper, c'est mieux. Mais anticiper, ça veut dire prévoir. Prévoir qu'un jour, on va, entre guillemets, abandonner. Voilà. Mais nous, on l'a toujours pas fait. Voilà. Parce que ça reste encore très compliqué. Mais on sait, nous, on le voit dans notre accompagnement, pour beaucoup, ils préfèrent pas savoir, comme ça, ils pensent que ça n'arrivera jamais et que ça n'existe pas. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas passer d'examens médicaux parce que tant qu'il n'y a pas de mots, ils sont pas malades. Mais si. Enfin, voilà. Après, effectivement, c'est très compliqué. On sait que la culpabilité de l'aidant, quelle qu'elle soit, c'est une très grosse difficulté qui prend beaucoup de formes, qui arrive toujours. On en fait trop, on se sent coupable. On n'en fait pas assez, on se sent coupable. On le garde à la maison, on se sent coupable. On le met en établissement, on se sent coupable. Voilà. Mais ça, c'est ce qui fait aussi qu'il y a ce lien affectif et relationnel qui existe. Finalement, ça veut dire qu'il y a de l'émotion, donc c'est pas plus mal que si on ressentait rien du tout. Mais effectivement, c'est essayer d'être au maximum en accord avec soi-même, mais essayer de penser quand même qu'il y a parfois des choses qui arrivent et on souhaite pas qu'elles arrivent, mais parfois ça arrive. Merci à notre auditrice pour son appel et pour ses questions. On espère avoir répondu. L'émission touche à sa fin.